ActuRoute, l'actualité de la route. Michael, pour vous servir. La catastrophe du tunnel du Mont Blanc. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ses moindres détails et nous allons voir ensemble qui est responsable donc et comment on peut aujourd'hui éviter ce genre de catastrophe. Ça y est, je vous raconte tout. Nous sommes le 24 mars 1999. Il est 11h. Nous sommes donc à Chamonix, dans le tunnel du Mont Blanc. Ce tunnel, pour rappel, fait 12 km. Dans ce tunnel, malheureusement, une catastrophe survient. Une dizaine de véhicules impliqués. Tout est noir, carbonisé. Il y a un amas de cendres, 39 morts, tous tués par asphyxie. On va voir comment. En ce matin du 24 mars 1999, Gilbert, conducteur routier, part de Bourg-en-Bresse pour rejoindre Parme, en Italie. Il transporte à bord de son camion de la farine et de la margarine. Gilbert n'a aucun souci d'alcool, il n'est pas sous l'emprise de stupéfiants, tout va bien, et pourtant... Et pourtant, après 4 minutes dans le tunnel, Gilbert rencontre d'autres poids lourds qui lui font des appels de phare. Au bout d'un moment, il se pose quelques questions. Que se passe-t-il ? Il regarde dans son rétroviseur. Et là, il aperçoit une fumée qui émane de son camion. Pour rappel, ce tunnel du Mont Blanc, qui mesure environ 12 km, il n'y a qu'un seul tube qui est à double sens de circulation. La chaussée n'est pas très large, elle est même étroite. Et d'ailleurs, les camions se frôlent et ils sont pas loin l'un et l'autre de leur rétroviseur. Il y a des caméras dans le tunnel. Pourtant, le PC sécurité ne voit pas les émanations de fumée qui sortent donc du camion de Gilbert. Gilbert décide de s'arrêter. Il descend de son camion, regarde ce qui se passe et voit bien qu'il y a de la fumée, et même un début d'incendie. Il décide alors d'essayer donc d'éteindre ce feu avec l'extincteur à l'intérieur du poids lourd. Malheureusement, il n'y parvient pas, une explosion retentit, ça l'effraie, il court en direction de l'Italie. Pendant ce temps-là, d'autres véhicules s'engagent dans le tunnel. Certains routiers qui sont derrière Gilbert constatent également que le camion commence à prendre feu et décident de franchir la ligne blanche pour dépasser ce camion et partir en direction donc de l'Italie. Fort heureusement qu'ils ont tous eu du moins ceux-là, ils ont eu la jugeote de dépasser ce poids lourd qui prenait feu, car ils ont sauvé leur vie. Nous sommes à 6 km 700 de l'entrée du tunnel côté France, et là le camion s'embrase et il y a une boule de feu. Pour rappel, la farine et la margarine à bord du véhicule sont des produits hyper inflammables. 3 minutes après l'alerte, ça y est, le tunnel ferme ses portes, du moins ses barrières. Plus aucun véhicule ne peut rentrer dans le tunnel. Sauf que durant ces 3 minutes, bon nombre de voitures, de camions, de camionnettes sont entrés dans le tunnel. Un seul pompier ce jour-là est présent. Il essaie de pénétrer donc dans le tunnel, il entend des bruits, des cris, des explosions. La fumée est tellement dense qu'il fait très noir dans ce tunnel et la chaleur commence à arriver. Bref, ce pompier ne peut pas aller plus loin. Il fait demi-tour. Ses collègues arrivent avec 2 camions de pompiers. Le premier camion rentre, suivi du deuxième. Malheureusement pour le premier, les occupants de celui-ci perdent connaissance. En effet, il y a trop de fumée,
on n'y voit rien dans ce tunnel. Les occupants du deuxième camion de pompiers sortent pour porter donc secours à leurs collègues. À ce moment-là, nous sommes avec 17 pompiers bloqués dans le tunnel. De l'autre côté du tunnel, les pompiers italiens, cette fois-ci, commencent à pénétrer dans le tunnel. Malheureusement, au bout de quelques kilomètres, force est de constater qu'ils ne peuvent pas aller plus loin et qu'il faut faire demi-tour. À ce moment-là, l'enquête nous dit qu'il y a à peu près 1000 degrés dans le tunnel au niveau du camion qui s'est enflammé. Côté français, une troisième équipe de pompiers intervient pour secourir les 2 premières équipes qui sont entrées dans le tunnel. Sur les 17 pompiers, 16 vont être sauvés. Malheureusement, il y a un décès, un adjudant-chef pompier qui meurt d'asphyxie. Le lendemain, le feu n'est toujours pas éteint. Apparemment, l'asphalte, oui, le goudron, aurait pris également feu. Il y avait trop de fumée à l'intérieur. Il faisait très très noir. Il faisait très très chaud. Je vous rappelle, on est à peu près à 1000 degrés. Bref, les secours ne peuvent pas encore intervenir. Après 3 jours d'efforts intenses, les pompiers français et italiens finissent ensemble par éteindre le feu complet. Voilà, à l'intérieur il fait un peu moins chaud, quoique les murs sont toujours brûlants. Voilà. Et là, l'horreur. Des cadavres. Les pompiers tombent sur les premiers cadavres, à même le sol. Certains sont restés dans leur voiture, pensant être protégés des fumées et de la chaleur, mais pas du tout. Malheureusement, ils sont morts. D'autres sont morts en essayant de se réfugier dans des refuges spécifiques dans le tunnel. Bref, tout est noir, tout est carbonisé, c'est l'horreur. Pour rappel, nous sommes quand même à 39 morts. Alors, on peut imaginer le camion prend feu, le conducteur du camion se barre, carrément, clairement, voilà. Ensuite, certains véhicules à l'arrière du camion qui prend feu ont le temps de dépasser celui-ci. Malheureusement, les autres qui suivent ne peuvent pas le faire parce que le camion s'est complètement embrasé. Et du coup, comme tout le monde était collé l'un à l'autre au niveau des véhicules, tous les véhicules se sont embrasés très très rapidement. Alors, vous pensez bien qu'avec tout ça, il y a une procédure judiciaire qui se met en route, homicide involontaire. Qui est responsable dans l'histoire? Alors, le 30 juin 1999, l'enquête commence. On regarde le camion qui s'est enflammé. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu une fuite de carburant? Une cigarette? Le réservoir? C'est un camion Volvo. Et d'ailleurs, Volvo sera impliqué dans cette malheureuse tragédie. On regarde également le trafic qu'il y avait ce jour-là. Il ne faut pas oublier que, avec les années, ce tunnel ayant 30 ans, eh bien, le trafic est très très dense. 40% des camions sont à l'intérieur de ce tunnel. Fut un temps où on avait 100 mètres d'espace. Aujourd'hui, avec les vidéos, on se rend compte qu'on est plutôt à 2 mètres. 2 mètres de distance de sécurité, l'un contre l'autre, tout simplement. Les secours. Parlons des secours en 99 dans le tunnel du Mont-Blanc. 6 pompiers pour tout l'ouvrage. 6 pompiers seulement. Et ce jour-là, il n'y en a qu'un qui est sur les lieux. Tout le monde se renvoie la balle. Les gérants des sociétés du tunnel, le directeur technique qui s'occupe de la sécurité du tunnel, le régulateur également du tunnel, le chauffeur du camion, bref, tout le monde se renvoie la balle et tout le monde ne semble pas être coupable.
L'enquête se tourne également vers le régulateur du tunnel. Pourquoi a-t-il 3 minutes avant de lancer l'alerte? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Que faisait-il? On se rend compte également avec le temps qu'il n'y avait pas d'exercice de secours, ou du moins quand il y en avait, c'était pas souvent quoi. Hein. Et oui, il ne fallait surtout pas fermer le tunnel, parce que ce tunnel rapporte beaucoup, mais beaucoup d'argent. Parlons de la sécurité à l'intérieur du tunnel. C'est pareil, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place à cette époque-là, et ça n'a pas beaucoup changé depuis les années 60, hein, voilà, faut le dire. Hein. Exemple, les portes ne ferment plus, du moins les portes de secours ne ferment plus. Certains postes de secours, donc les téléphones, il n'y a plus personne au bout du fil. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi à l'époque. En 2005, soit 6 ans après le drame, eh bien ça y est, les tribunaux ont donné leur verdict et il y a 16 personnes qui sont condamnées. Nous avons tout d'abord l'exploitant du tunnel, Rémi Chardon. Et lui, il écope de 2 ans de prison avec sursis. Le régulateur du tunnel, c'est celui qui est dans le PC sécurité et qui doit gérer ce qui se passe à l'intérieur du tunnel. Il se prénomme Daniel. Eh bien lui, il écope de 16 mois de prison avec sursis. Gérard Rongoli. Lui, c'est le chef de la sécurité du tunnel. Le directeur technique. C'est lui qui chapeaute donc le tunnel. Lui, il écope carrément de 30 mois de prison, dont 6 mois fermes. Et Gilbert, notre chauffeur routier, eh bien lui, il est surpris. Il est surpris parce qu'il écope de 4 mois avec sursis. Oui, la justice lui reproche de s'être arrêté sur la chaussée et non pas d'avoir essayé de s'arrêter sur un renfoncement du tunnel. Alors, si on résume, qu'est-ce qui s'est passé ce 24 mars 99 ? Bon, on a compris, le camion prend feu. Gilbert, au lieu d'essayer vraiment d'éteindre son camion, mais enfin, on peut imaginer que ça s'est vite embrasé, surtout qu'il y avait de la margarine à l'arrière, lui il se barre. Bon, ok. Les secours ont du mal à se mettre en place. Ça continue. Ensuite, le tunnel. On se rend compte qu'il y a certains laissés-aller depuis une trentaine d'années. Hein. On fait pas grand-chose et on se dit que le tunnel, il se passera jamais rien dedans. Encore une fois, il faut qu'il y ait un drame. Bref, on voit qu'il y a tout un tas de circonstances qui font qu'on en est arrivé à quand même 39 morts. Trois ans plus tard, en 2002, le tunnel rouvre. Donc il a quand même été fermé 3 ans pour pouvoir tout remettre aux normes. 400 millions d'euros ont été investis. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule société qui gère. Voilà. On a même carrément mis une caserne de pompiers au sein du tunnel, 3 équipes de pompiers 24 heures sur 24. Il y a eu également des lois européennes qui sont sorties et qui ont obligé tous les pays de l'Europe à revoir tous les tunnels de leur infrastructure. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos livres de code, nous avons un chapitre complet sur le tunnel et comment faire en cas d'accident dans un tunnel ou en cas d'incendie. Bon voilà, c'est fini pour ActuRoute. Je vous retrouve prochainement où je décortiquerai de nouveau un accident de la route. Et donc sur ce, je vous laisse. À ciao, salut!